Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition du lundi 17 juillet 2023 que je vous invite à suivre jusqu'à son terme. À la une de l'actualité, 4198 salles de classe ont été construites en 4 ans et demi à Madagascar. Plus de 200 000 enfants ont été scolarisés. 28 hôpitaux ont été établis dans toute l'île. Le nombre de palais de justice, de bureaux régionaux de la sécurité publique, etc., a également augmenté. Des infrastructures répondant aux besoins de la population ont été mises en place par le gouvernement pendant cette période, mais beaucoup reste à faire, a déclaré le président de la République, Andry Rajoelina, lors d'une émission spéciale qui s'est tenue hier à Yavlou. Les détails. On ne peut pas nier que de nombreuses infrastructures ont été mises en place depuis 4 ans et demi. Il y en a qui sont en cours d'achèvement, si d'autres attendent d'être inaugurées. Dans le domaine de l'éducation, 768 EPP, 64 CEG, 24 lycées ont été créés, soit 856 écoles et 4198 salles de classe. 209 000 enfants ont été scolarisés. Non seulement ces élèves ont été scolarisés, mais ont également obtenu des kits scolaires, des manuels scolaires, des sandales, des tabliers, etc. Les EPP ont également été dotés de cantines scolaires. En matière de santé, 28 hôpitaux Manara Pinch ont été construits, contre 15 dans les années 1891 à 2015. Ces hôpitaux seront équipés de matériel, notamment d'un scanner pour détecter les cancers du sein, d'ambulances, etc. 4500 médecins ont été recrutés pour travailler dans ces hôpitaux, selon le président de la République, Andry Rajoelina, hier lors d'une émission spéciale. Concernant la justice, de nombreux tribunaux ont été construits dans toute l'île, dont les tribunaux de Sainte-Marie, Ambiloubé, Sambave, Bessalampi. Quant aux prisons, il y a de nombreuses extensions et d'améliorations, par exemple la prison des femmes à Manzakanjin, la prison de Siafa. Cela dans le but de résoudre le problème de la surpopulation carcérale et pour respecter les droits des prisonniers. Le gouvernement n'a pas oublié les jeunes. 28 stades Manara Pinch ont été érigés, tandis que les gymnases promis sont en cours d'achèvement. Des bureaux régionaux de la sécurité publique ont été également construits. Ces infrastructures ont été réalisées dans tout Madagascar et aucun district ne sera oublié pour favoriser la décentralisation. Ce ne sont que des exemples cités par le numéro 1 de Madagascar. Nombreuses autres infrastructures répondant aux besoins de la population ont été construites durant ces 4 ans et demi. D'autres sont encore à faire car Madagascar est immense et pour rattraper le retard de développement, a-t-il soutenu. Outre le président Andry Rajoelina, le président Philbert Tirhanen a également construit de nombreuses infrastructures dans le pays. Il n'y aura plus de délestage d'ici 3 semaines, selon le président de la République, Andry Rajoelina. Une solution à court terme face aux diverses coupures de courant qui sévissent dans le pays depuis des semaines devra être solutionnée par le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures. Selon les explications, en parallèle, 442 MW de production d'électricité, telle est la puissance qui complétera la production d'énergie dans le pays à travers différents projets qui sont déjà en cours de réalisation pour la plupart, selon toujours le président de la République, pour les solutions à long terme. S'ajoutent également à cela les parcs solaires mis en place au niveau des districts. Natera Koutoumaf pour plus de détails. Des centrales hydrauliques de production d'électricité sont pour la plupart les centrales qui seront réalisées et dont les accords ont été déjà signés pour la majorité, soit un total de 442 MW selon le président de la République de Madagascar hier, en expliquant la situation actuelle dans le domaine de l'énergie. Ces 442 MW sont les solutions face aux problèmes de coupure d'électricité actuels. Ce sont des solutions à long terme qui ne se réalisent pas en un jour, souligne le président Andry Rajoelina, mais qui doivent être faites pour le bien du peuple, affirme-t-il. Ces 442 MW sont constitués de divers projets comme Saoufk qui produira 192 MW, Voulbé avec 120 MW, Radmafan avec 64 MW, dont l'accord cadre a été déjà signé,
L'ajout d'un quatrième groupe au niveau d'un décalé qui a d'une puissance de 33 MW et celle de Mainz de 28 MW. Parmi les solutions mises en place par l'État pour résoudre les problèmes de délestage figure également l'utilisation d'énergies renouvelables. La majorité des districts dans le pays bénéficieront de l'installation de parcs solaires avant la fin de cette année 2023, selon le chef de l'État. Les appels d'offres pour les travaux d'installation de ces parcs solaires sont déjà en cours au niveau du ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures. Outre les centrales hydroélectriques et les parcs solaires, les travaux d'extension de la centrale thermique d'Ambomanamboul sont déjà en cours actuellement. Elles produiront 105 MW avant la fin de l'année. Selon le président Hadj Razouel, l'État loue des groupes à 40 millions de dollars chaque année, alors il a décidé d'acheter les groupes à 29 millions de dollars pour solutionner ces dépenses exorbitantes, affirme le président de la République. Une partie de ces groupes seront déjà opérationnels à partir du mois d'août afin de pallier le problème du manque d'électricité dans la capitale. Dans la foulée, une grande réforme sera mise en place au niveau de la Jirama pour atteindre l'objectif de zéro délestage d'ici 3 semaines, selon les informations. Et le numéro 1 de Madagascar est malgache. Il n'a pas demandé à renoncer à sa nationalité. Il en est fier et est également prêt à mourir pour le pays. C'est ce qu'il a martelé lors de l'émission spéciale d'hier. Il a également souligné qu'avoir la nationalité française ne lui enlève pas l'amour de sa patrie. Il a eu la nationalité française par filiation et l'a demandé pour faciliter les études de ses enfants à l'extérieur. Ça, Sylvain. Face aux nombreux débats concernant la nationalité du président de la République Hadj Razouel, véhiculés depuis quelques jours, le président est sorti de son silence hier et a apporté des précisions concernant ce sujet. Il a affirmé qu'il est encore malagasy, que sa nationalité ne lui a pas été retirée. Il a également soutenu qu'avoir une double nationalité n'est pas interdit par la loi. Il a mentionné plusieurs cas de hautes personnalités ayant une double nationalité. Le président de la République Hadj Razouel n'a pas hésité à fournir des informations sur ces documents français. Bien que cela concerne sa vie personnelle, il a avoué qu'il a réclamé son droit du fait de son grand-père français à l'époque où il n'était pas à la tête du pays. Cela pour faciliter les études à l'étranger de ses enfants. Il a appelé les Malagasy à arrêter ce faux débat et de le juger par son patriotisme et ses réalisations dans le pays. Cette émission spéciale restera gravée dans l'histoire, selon le président du Sénat, Herman Narazafmaev, ce jour. Cela démontre que nous vivons dans la démocratie. D'autre part, le président a également prouvé que de nombreuses réalisations ont été effectuées et qu'il a encore apporté des solutions aux problèmes traversés par le pays, notamment l'accès à l'électricité et à la dégradation des routes, toujours selon le président du Sénat. Les détails avec Miarvoulat Sferan sur les images de Praz de Nilsson. Gravé dans l'histoire. C'est ainsi que le président du Sénat, Herman Narazafmaev, a décrit l'émission spéciale du président de la République d'hier. Selon lui, le président Hadj Razouel a fait preuve de calme durant les 3 heures de l'émission, malgré la provocation des journalistes. L'explication donnée par le président de la République concernant la récente polémique et la persécution dont il est victime était claire et complète selon les propos du président du Sénat. Concernant le contenu de l'allocution du président Hadj Razouel, il a indiqué que même si le pays traverse des difficultés, des efforts sont faits pour son redressement. Le développement se poursuit toujours selon lui. Il appelle tout le monde au calme à l'approche des élections. Dans les actualités également, la philosophie qui a débuté les épreuves du baccalauréat de ce jour a été relativement facile pour les candidats en littéraire et scientifique que Fanjasen Amirai et Yves Janel ont interrogé à leur sortie des salles. La limite de la conception des philosophes, la science, le droit et la liberté, tels étaient les 3 sujets de philosophie proposés pour les candidats de la série A ce matin. Pour les séries C et D, la liberté de l'homme, la philosophie et la science, les candidats pouvaient choisir entre ces thèmes. En général, ils étaient inspirés et les sujets leur ont semblé faciles pour cette première matinée.
À noter que 215 630 candidats passeront le baccalauréat qui a débuté ce jour et se terminera le 21 juillet pour le général, si le bac technique se terminera le 27 juillet. Dans les actualités sportives, les noms des karatékas malagasy qui participeront aux Jeux des îles de l'océan Indien ont été publiés ce jour. Ils sont au nombre de 32 à avoir été sélectionnés sur les 47 qui ont participé au regroupement au bypass, dont 23 seront titulaires. Ces karatékas ont pour objectif de remporter les médailles d'or. Andeniana Martina, Nzaranjiansu. La liste des karatékas qui participeront aux Jeux des îles de l'océan Indien, qui se tiendra du 25 août au 2 septembre, ont été annoncés ce jour au Baréamamasn. 32 athlètes ont été retenus, dont les catégories femmes seniors, les moins de 50, les moins de 55, les moins de 61, les moins de 68 et les plus de 68 kilos. Et pour les hommes seniors, les moins de 60, moins 67, moins 75, moins 84, plus 84 kilos. Ils participeront au comité individuel, comité de groupe et au kata. Sur ces 32, 23 seront titulaires selon la décision du CIJ ou Comité international des Jeux. 6 pays sur les 7 participants aux Jeux des îles ont des représentants dans la discipline karaté-do. Il s'agit de Madagascar, la Réunion, Maurice, les Comores, les Seychelles et Mayotte. Selon le président de la Fédération malgache de karaté-do, Chian Emil Ratefnanaar, les karatékas se sont préparés depuis longtemps et ont pour objectif de remporter l'or. Les compétitions de karaté débuteront le 30 août au stade Couvermamasn. Le dernier regroupement se tiendra la semaine prochaine, toujours selon les explications. Les demi-finales du championnat de volleyball d'Analamang, première division, catégorie masculine et féminine, se sont déroulées hier au stade de Betungulu. Dans la catégorie masculine, l'équipe de la Gendarmerie nationale ou GNVB, le dernier tenant du titre, et les joueurs de la Kansamba Jaitos ou Asie, les vice-champions, se sont qualifiés pour la finale. Il s'agit d'un remake de la finale du championnat national qui s'est déroulée à Tuamasin en juin dernier pour ces deux équipes. Fredo, Rakutoarsu, Adz Anjianouni. Les équipes qui se sont qualifiées pour la finale du championnat de volleyball d'Analamang, première division, ont été connues à l'issue des demi-finales qui se sont déroulées hier au stade de Betungulu. Pour la catégorie masculine, il s'agit d'un remake de la finale des championnats de Madagascar tenue à Tuamasin en juin dernier avec la GNVB contre l'Asie. L'équipe COSFA a été battue par 3-0 par l'équipe de la Gendarmerie nationale, les derniers tenants du titre. De son côté, la Kansamba Jaitos ou Asie a éliminé l'équipe de la Mama par 3-7-1. La rencontre était serrée, mais les joueurs d'Itos ont fait preuve d'expérience. En ce qui concerne les résultats dans la catégorie féminine, la GNVB et le squad se sont qualifiés pour la finale. L'équipe féminine de l'Asie a perdu par 3-1 face à l'équipe nationale de la GNVB lors des demi-finales d'hier. D'un autre côté, Squad est sortie victorieuse lors du tie-break de son match contre les joueuses de Bias. La finale aura lieu ce dimanche 23 juillet au stade de Betungulu où se joueront aussi les matchs pour la 3e place. Pour terminer les actualités locales, les équipes favorites sont sorties victorieuses lors des 8e de finale de la Coupe de Madagascar de football 2023 qui se sont tenues le week-end dernier. Le CFFA d'Andourin Foot a battu par 1-0 le FCA MI20 au stade d'Ambujachim. Anzara Zanarvel, Michel Ragoutsan. Le CFFA en bleu sur les images a affronté le FCA Mi-20 au stade Ambujachim dans le cadre des 8e de finale de la Coupe de Madagascar 2023 de football. L'équipe de la commune d'Andourin Foot a tenté d'accélérer le jeu en deuxième mi-temps après un match nul lors de la première mi-temps. Le premier but de Francis du CFFA a été marqué à la 51e minute.
Le deuxième but sur penalty à la 67e minute est marqué par la Lane. Avec ce score de 2-0, le CFFA s'est imposé face à l'EFCA Mi-20 et a obtenu le ticket pour les quarts du final. Pour les autres résultats de ces huitièmes, Foussa Junior Bouenne a battu 2-1 FC Rouge après prolongation. AS Fanalamang a battu 7-1 Kakambar à Nalandsroef. Egeco Plus a battu 3-0 FC Mahavat à Nalandsroef. Dato FC est battu par Adjesaya avec un score de 1-0. Mama FC a battu à 3-1 AS Komato. Tsaramanjous Formation a été battu à 3-1 contre Hassanous B. Disciple FC a battu 4-3 ASJM Anjoui. À l'international, l'Union européenne et la Tunisie ont finalisé un partenariat stratégique prévoyant la lutte contre les trafiquants d'êtres humains et le renforcement des frontières dans un contexte de flambée du nombre d'embarcations de fortune quittant le pays d'Afrique du Nord à destination de l'Europe. France 24. À l'issue de nouvelles négociations quadripartites, le protocole d'accord a été signé entre la Tunisie et l'Union européenne. L'ambition du président tunisien, des deux chefs de gouvernement italiens et néerlandais et de la présidente de la Commission européenne était de finaliser le partenariat stratégique en 5 points entre Tunis et Bruxelles en matière de coopération économique et d'investissement, mais surtout de politique migratoire. Nous travaillerons avec la Tunisie sur un partenariat opérationnel anti-contrebande en renforçant notre coordination sur les opérations de recherche et de sauvetage. Nous avons convenu aussi que nous coopérerons sur la gestion des frontières pour lutter contre les réseaux de passeurs, en insistant sur le traitement des causes profondes de la situation. Pour cela, nous mettrons à disposition plus de 100 millions d'euros de financement de l'Union européenne. Le trio européen était déjà venu préparer le terrain à Tunis il y a un peu plus d'un mois. Car la Tunisie est un point de départ fréquent pour des milliers de migrants traversant clandestinement la Méditerranée vers l'Europe. L'Italie, notamment Lampedusa, se situe à moins de 150 km des côtes tunisiennes. Depuis plusieurs mois, les autorités sont critiquées pour le traitement réservé aux migrants subsahariens sur le sol tunisien. Récemment, à la suite d'affrontements ayant coûté la vie à un Tunisien le 3 juillet, des centaines de migrants subsahariens ont été chassés de Sfax, principal point de départ sur les côtes tunisiennes. D'après des ONG, ils ont été conduits vers des zones inhospitalières près de la Libye et en Algérie. Et puis John Kerry, l'envoyé spécial de Joe Biden pour le climat, est en déplacement en Chine de dimanche à mercredi pour renouer le dialogue entre les deux plus gros pollueurs de la planète. Cette visite, la troisième d'un haut responsable américain en quelques semaines, semble confirmer la calmie dans les relations tendues entre Pékin et Washington. France 24. Il est arrivé à Pékin avec une ambition, reprendre le dialogue sur le climat. John Kerry, envoyé spécial de Joe Biden sur la question climatique, doit rencontrer son homologue chinois pour évoquer ce sujet. Ils représentent tous les deux les pays les plus émetteurs de CO2 dans le monde. Les États-Unis veulent notamment pousser la Chine à revoir ses ambitions environnementales à la hausse. Pour l'instant, Pékin s'est seulement engagé à atteindre un pic d'émissions en 2030 et une neutralité carbone en 2060. Les Américains veulent que les Chinois aillent plus vite, mais sans pour autant faire de concessions de leur côté. Notre but maintenant, c'est de parvenir à établir une certaine stabilité, sans faire de concessions. Il n'y aura pas de concessions. Je n'y vais pas pour en faire. Ce que nous voulons faire, c'est trouver les moyens de coopérer pour répondre à la crise. Car la Chine, en étant la deuxième économie mondiale et le premier émetteur de CO2, a un rôle crucial à jouer pour résoudre ce problème climatique. Une des principales sources d'émissions de CO2 en Chine est le charbon. Il représente 60% de la production d'électricité dans le pays. Au départ, Pékin s'était engagé à réduire le recours à cette énergie à partir de 2026, avant de faire volte-face en avril et d'autoriser la construction de nouvelles centrales à charbon. Voilà un des sujets que devrait aborder John Kerry avec la déforestation et les émissions de méthane. Sa visite doit se poursuivre jusqu'à mercredi.
Et enfin, pour terminer, l'hémisphère nord entame lundi une nouvelle semaine sous une chaleur accablante aux États-Unis, de la Floride à la Californie, en passant par le Texas. Une grande partie du sud du pays s'est retrouvée dimanche sous le coup d'une vague de chaleur qualifiée d'oppressante pour les services météo qui président plusieurs records de température. France 24. En piste pour battre son propre record. À Las Vegas, la température pourrait atteindre 47 degrés. Les météorologistes recommandent aux touristes et habitants de sortir le moins possible à l'extérieur, entre 9h et 18h. Ceux-là font juste une photo express devant le signe mythique de la ville avant de se mettre à l'abri. On va vite retourner dans les galeries des hôtels climatisés. Marcher dans la rue, surtout l'après-midi, c'est le pire. Faut même pas songer à se balader sur le Strip, le boulevard central de Las Vegas. Un peu plus loin, à la frontière entre la Californie et le Nevada, c'est le record de chaleur absolu sur notre planète qui pourrait être battu. La vallée de la mort pourrait atteindre et dépasser les 54 degrés, battant les extrêmes enregistrés sous abri en 2020 et 2021. Le parc déconseille toute marche après 10 h du matin. C'est vraiment chaud, en particulier quand il y a un peu de vent. On pourrait croire que ça va donner un peu de répit, mais en fait, on a l'impression d'avoir un sèche-cheveux sur le visage. Le dôme de chaleur qui s'est abattu sur les États-Unis place près d'un tiers des Américains sous alerte canicule, tout comme les animaux de compagnie et les pensionnaires des eaux. À Phoenix, en Arizona, 5e ville du pays, aux rues désertes tant la chaleur est assommante, les réparateurs d'air conditionné sont un véritable service d'urgence. Nos clients nous le disent chaque jour. On est très reconnaissant que vous soyez là, sinon on ne sait pas comment on pourrait survivre. Dans les maisons, ça peut vite monter au-delà des 38 degrés. Beaucoup de villes ont mis en place des refuges climatisés et des fontaines à eau pour les habitants et notamment les enfants. L'ambiance de jeu ne doit pas masquer les vrais dangers. On ne comprend absolument pas les risques liés à la chaleur. On se dit « Ah, il fait chaud, c'est un bon jour pour aller à la plage ou à la piscine ». Mais c'est en fait extrêmement dangereux. À tel point que médecins et experts se demandent si des villes comme Phoenix, justement, seront encore habitables dans les prochaines décennies. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et bonne soirée sur Viva.